Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien lancer des concepts de vidéos révolutionnaires, évidemment. Enfin non, pas du tout. Mais j'avais l'idée là de lancer un petit cycle de vidéos qui sera sans doute sans fin, où je vous dis si le premier tome d'une série m'a donné envie de poursuivre la lecture de la série de livres. Donc là, on va se retrouver avec, avec une série, on va se retrouver avec 5 séries de livres d'autrices. On a des autrices qui sont publiées en maison d'édition, d'autres qui sont publiées en auto-édition. On a de la romance, mais on file aussi un petit peu un moment vers du fantastique, vers du suspense, vers de la fantaisie également, ou de la réécriture de contes. J'ai essayé de faire un petit classement avec les livres les plus tout public en premier, et ensuite les livres en fait où il y a des trigger warnings qui pourraient du coup dissuader quelques-uns d'entre vous de lire ces livres-là. On va commencer par, je vous l'ai déjà présenté, Quand la vie s'en mêle, le premier tome de la série, donc Adèle, par Lucie Castel aux éditions Charleston, avec un design flamidon.com de S. Herrera. On est chez iStock et Shutterstock, donc des livres qui sont libres des images qui sont libres de droit. Je vous ai présenté ce livre-là parce que j'avais découvert 3 livres de Lucie Castel, donc celui-là qui est du feel good, et ses 2 premiers romans qui étaient des romances pas si simples, son tout premier, et Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles, son second. J'ai acheté les 2 suivants, donc comme ça vous avez le spoiler. Donc le tome 2 c'est Valentine, qui est un personnage qu'on trouve également dans le premier tome. Le tome 3 c'est Ophélie, qui est un nouveau personnage que je ne connais pas, parce que j'ai pas lu encore les tomes 2 et 3. Ça viendra. Ce n'est pas une trilogie, mais c'est une pentalogie. Il y aura donc au total 5 livres qui vont sans doute, pour donc les 2 derniers, sortir peut-être l'année prochaine, l'année suivante, je ne sais pas trop. Mais quand la vie s'en mêle, on se retrouve avec une jeune femme, Adèle, qui vient de perdre sa grand-mère et qui hérite de la maison de sa grand-mère dans un petit village qu'elle a connu quand elle était petite. Et non, donc elle perd sa grand-mère et elle va retrouver en fait une lettre de sa grand-mère qui lui était adressée, qui lui dit de un peu prendre sa vie en main, parce que Adèle, elle a consacré plusieurs années de sa vie naissante, donc de sa vie de jeune adulte, pour s'occuper de sa grand-mère dont la santé était déclinante. Et on a vraiment donc une jeune femme qui était très proche de sa grand-mère, qui s'en est occupée, elles avaient un petit quotidien très ritualisé comme ça, toutes les deux. Et quand du coup sa grand-mère disparaît, c'est pas évident pour Adèle de, de savoir que faire ensuite en fait, que faire de sa peau, sachant qu'elle n'a pas fait d'études, elle n'a pas de métier, elle n'a pas grand-chose. Et au final, c'est encore une fois sa grand-mère, même dans son absence, qui va permettre à Adèle de rebondir. Parce qu'elle va aller chercher Lucien, si je ne me trompe pas. Voilà. Elle va se former en fait au métier de jardinier paysagiste. Et elle va aller à Luzerne, une petite ville du sud où sa grand-mère a vécu quand elle était jeune. Et Lucien, en fait, c'est son premier amour. Et de mémoire, parce que c'est une lecture qui remonte quand même à quelques mois, c'est un amour qui ne s'est pas concrétisé, pas concrétisé par la suite. Enfin, ils se sont séparés, je ne sais plus exactement pour quelle raison. Et Adèle va retrouver, en fait, elle va se faire héberger d'abord chez Lucien, quand il va
comprendre qu'elle est la petite fille de la femme qu'il a aimée bien des années auparavant. Et on retrouve l'ambiance petit village avec des personnages qui savent un peu tout sur tout le monde, les gens qui parlent, etc. Un peu cette ambiance de commérage, de jugement, qui peut être à la fois du blabla, entre guillemets, mais aussi quelque chose de négatif. Juger mal la personne qui arrive, par exemple. Et il y a pas mal de sujets qui sont pas forcément très graves, qui sont traités, notamment le décalage entre les générations, donc les générations les plus avancées, entre guillemets, qui vont méjuger les plus jeunes, etc. Et Adèle, elle va se retrouver en fait amie dans un groupe de jeunes gens, plutôt des 25-30 ans, qui sont tous un peu paumés. Il y a cette jeune femme là qui a un look émo, qui est une toiletteuse pour chien. Lui, c'est le facteur, mais comme il est obèse, le facteur, il utilise une voiture en fait pour faire ses livraisons de courrier. Et ça fait qu'il est pas mal moqué par rapport à ça. Et on dit, oh là là, est-ce que il faudrait peut-être qu'il aille sur un vélo, gna gna gna, tout ce qu'on peut entendre parler, enfin tout ce qu'on peut dire sur les personnes qui sont obèses. On croise notamment aussi Valentine. Valentine, qui est une jeune femme qui a une relation pas facile du tout avec sa mère de mémoire et qui surtout souffre d'anorexie. Souffre d'anorexie au point de tomber dans les pommes et d'être hospitalisée. Et il y a effectivement donc des sujets qui sont graves avec des sujets beaucoup plus légers, mais c'est vraiment traité de manière très humaine. C'est vraiment une lecture qui fait du bien, si vous voulez. Ce qui fait que, évidemment, ce premier tome m'a convaincue d'acheter les deux suivants. Donc Valentine, la jeune femme anorexique, et Ophélie, que je ne connais pas encore parce que je n'ai pas encore lu donc, les tomes suivants. Et pour quelques-uns des livres que je vais vous présenter, j'ai déjà lu les tomes suivants, voire toute la série, mais à voir. Donc, Quand la vie s'en mêle, Adèle de Lucie Castel, c'est une série que je vous conseille, et pourtant je n'ai lu jusqu'à présent que le premier. Donc quand j'aurai lu les 5 ou que j'aurai un petit peu avancé, je vous ferai un petit update lecture par-ci par-là. Ensuite, on reste dans le domaine plus là de la romance. Oui, Lucie Castel écrit aussi des thrillers, des trucs bien sanglants de ce que j'ai compris, sous le nom d'Oren Miller. Je crois qu'elle a été essentiellement éditée sous ce nom-là aux éditions de L'Homme sans nom. Il me semble bien, à vérifier. Je ne l'ai pas lu encore dans ce genre-là. Ensuite, ça va apparaître quelque part autour de moi, Campus Drivers de C.S. Quill. J'en ai déjà parlé. C'est une série qui a un franc succès. Je crois que c'est publié chez Hugo Roman. C'est une série de 5 livres. Le premier s'appelle Supermad. Et je vais aller m'aider parce que je ne me souviens plus des noms des... Je ne me souviens plus des noms des personnages. Alors, Supermad, l'année universitaire qui débute promet d'être radieuse pour Lane O'Neill. Campus Drivers, l'application qu'il a fondée avec ses meilleurs amis, cartonne. Le concept est simple, jouer les taxis pour étudiants au volant de voitures de collection. Les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. Lane n'a qu'un seul défaut aux yeux de la gente féminine, il ne s'attache pas. Jamais. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? Alors c'est une lecture qui remonte à donc lecture numérique qui remonte à facilement un an, je pense à l'été dernier. On se retrouve donc avec un groupe de plusieurs gars qui sont les chauffeurs sur les campus pour accompagner surtout les étudiantes en sécurité. Donc il y a le côté très intelligent par rapport à ça, justement le côté sécuriser les jeunes femmes qui doivent rentrer en fait chez elles, par exemple,
après la soirée. Et les campus drivers, donc pour la plupart, ce sont des étudiants qui sont aussi, pour certains, dans des carrières de sport universitaires, donc notamment du basket et du baseball, il me semble bien. Lane, ce n'est plus un étudiant. Je crois qu'il est complètement salarié en fait de son application, les campus drivers. Et si vous voulez, les campus drivers, ils ont un petit peu le côté très populaire parce qu'ils sont beaux gosses, ils ont des voitures de collection, ça attire les filles, ils sont dans le charme et bon, ils sont jeunes, ils collectionnent un petit peu les aventures sans trop s'attacher, mais c'est des braves gars, quoi. C'est pas vraiment des gens qui sont méchants, qui sont mal intentionnés. Donc il y a un côté très feel-good, je trouve, dans ces livres-là de C.S. Quill. Et le premier, en fait, Lane, c'est un gars qui est un peu rusto d'apparence. Il est un petit peu rustre sur les bords. Et un jour, en entrant chez lui, il trouve une petite nana toute pelotonnée sur le palier en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Et je crois qu'elle a passé la nuit sur le palier. Parce qu'elle s'est fait larguer, comme on dit, comme une merde par son gars, par son mec qui, en gros, a dit « Non mais je suis jeune, je veux profiter de la vie, je ne veux pas, m'investir avec toi, la porte est là. » Donc il la fout dehors, il la fout dans la merde parce que elle a plus de logement. Elle est étudiante et là il finit quand même par se dire « Bon, allez, tu vas aller dormir sur mon canapé une nuit, puis voilà. » Et en fait, quand les copains de Lane apprennent ça, Lane est un petit peu plus âgé que les campus drivers. Les campus drivers, je dirais qu'ils ont autour de 25 ans. Lane, il est vers la trentaine. Et donc, quand les potes de Lane apprennent qu'il a hébergé une petite nana qui est gentille, qui fait un peu vulnérable, fragile, on a envie de s'en occuper, ils font un petit peu pression sur lui pour qu'il l'héberge plus longtemps, pour qu'il lui file un bon coup de main, tout en jouant plus ou moins les entremetteurs. Et si vous voulez, c'est un livre qui va être très drôle comme ça parce que le groupe de potes, ils sont tout le temps en train de se mettre en boîte. C'est super agréable à lire, c'est vraiment très marrant. Et on a aussi d'un côté, ça va être une série de livres qui va aborder des thématiques qui peuvent être un petit peu compliquées. Dans le cas de Loïs, par exemple, bon, clairement, elle se tape sa petite dépression post-largage parce que son ex était un gros con qu'il a largué sans lui laisser le temps de se retourner et qui se trouve une autre nana juste derrière, donc la pauvre fille, elle est vraiment pas bien. Et au cours des 5 livres, ça va parler de, si je ne me trompe pas, ça va parler de harcèlement sur les réseaux, ça parle de tentatives de meurtre quand même. Ça va parler de phobie, ça va parler de plein de thématiques qui peuvent paraître lourdes, mais comme dans Quand la vie s'en mêle, il y a ce côté feel good où c'est pas lourd à... Enfin, bien sûr, notre petit cœur de lecteur se serre pour ces personnages qui souffrent, mais on va forcément vers du mieux. On sait que ça va finir bien, on sait que les gens vont aller mieux et on est sur de la romance, on sait que les gens vont finir ensemble et heureux. Donc, c'est une très bonne lecture que je vous recommande et moi je pense qu'il est peut-être temps que j'aille un petit peu voir ce qui se passe ailleurs chez C.S. Quill parce qu'elle n'a pas écrit que les Campus Drivers. Donc les Campus Drivers, c'est sorti en poche chez Hugo Roman, c'est aussi sorti, je crois que pour le premier, il me semble, c'est sorti en collector, donc les collections qui sont très, très vives. Perso, je ne suis pas ultra fan, je préfère les poches, mais donc moi je les avais lus sous format numérique. On va passer à quelque chose d'un peu plus ancien, j'ai lu juste le premier tome, et j'ai été très agréablement surprise, je voulais parler de Poison. Donc là, j'ai l'intégrale de Chimie Lady que j'avais acheté d'occasion. Donc c'est Poison, Charme et Beauté, donc la trilogie, de Sarah Pinborough.
On est sur des réécritures de contes de Blanche-Neige, de Cendrillon et de La Belle au Bois dormant. Donc Blanche-Neige, poison, Cendrillon pour charme et La Belle au Bois dormant pour beauté. J'ai déjà tourné une vidéo que j'ai pas diffusée parce que j'ai prévu de lire tout ça et de vous le présenter quand ça sera fait. Je ne me souviens pas de tout, je vous avouerai, mais j'ai été très agréablement surprise. Pourquoi ? Parce qu'on est sur de la réécriture et de la réécriture de contes, et on est sur une réécriture de contes qui n'est pas classique, si vous voulez. On est sur... il y a des thématiques pas évidentes encore qui vont être abordées. Il y a, de mémoire, il y a une scène de sexe explicite dans le premier tome. On est sur parfois des thématiques un peu cringe. Blanche-Neige, c'est notamment la fille de... C'est une Blanche-Neige qui peut un petit peu se rapprocher de celle de Once Upon a Time, la série télé, si vous connaissez. Mais à l'époque où elle vivait dans la forêt et elle savait se défendre avec son arc et ses flèches, etc. Pas l'époque où elle est mauvaise ou quoi que ce soit, mais c'est pas une princesse à sauver, c'est une princesse qui sait se débrouiller parfaitement. Et on est sur vraiment une très belle écriture. J'ai vraiment aimé la plume, comme pour les deux livres précédents de Sesquill et de Lucie Castel, très jolie plume. Il y a un univers qui est bien travaillé, que l'autrice s'est bien réapproprié tous ses contes et ses personnages de contes pour les réécrire à une sauce plus moderne, moins médiévalisante, vous voyez, moins désincarnés. On est vraiment sur des vrais personnages qui vivent et compagnie. Il me semble bien qu'on est aussi sur un univers qui ne va pas être un peu aseptisé comme à une époque on avait des écritures sur... des écrits sur un Moyen-Âge qui était un peu fantasmé. Là, non. Dans les rues, ça pue. Les gens, ils crachent, etc. C'est sa vie, on va dire. Et je ne vais pas réussir à plus vous en causer que ça, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver neuf encore, mais moi j'avais chopé d'occasion, je ne sais plus où exactement. Ça vaut vraiment le coup pour moi et j'ai hâte de lire la suite. Donc charme et beauté, et il est temps que je me magne parce que je crois que je l'ai lu au mois d'août et on est au mois de novembre quand même. Ensuite, La malédiction de la pie-grièche de Céline Ognot. C'est une auto-édition via Publishroom. C'est un livre que vous pouvez acheter sur Publishroom, mais également sur Amazon, la Fnac, le commander chez Cultura, chez votre revendeur, votre libraire habituel. Et c'est vraiment un livre sur lequel il faut se pencher, pour moi. Et je dis pas ça parce que je connais Céline. Parce que oui, Céline est une amie, donc lisez-moi ce livre. Plus brièvement, je vais juste vous lire le résumé et faire très attention à ce que je dis, parce qu'on est sur un livre où il y a une alternance entre une époque moderne, donc de nos jours, et une époque médiévale 700 ans auparavant, dans le même lieu, à peu de choses près dans le même lieu. Et si vous voulez, le lecteur va devoir faire un petit travail d'enquête pour savoir c'est quoi le lien entre ces deux époques. Essayer de reconstituer un puzzle, sauf qu'on ne sait pas exactement à quoi ressemble le résultat final. Et moi qui suis assez nulle en enquête, il y a certaines choses qui ont pu m'échapper. Donc j'avais le service après-vente après pour me dire ça j'ai pas compris. Est-ce que tu peux me réexpliquer parce que il y a quelque chose que... Non, je plaisante. Mais bref, je vais vous lire le résumé. Gonzague Métivier est l'heureux héritier du domaine de la Pie-Grièche, l'un des vignobles les plus prisés du Saumurois, qu'il gère d'une main de maître depuis 20 ans.
mais lorsqu'une singulière découverte archéologique est mise au jour dans les troglodytes, d'étranges événements commencent à se produire. S'agit-il de banales coïncidences ou bien d'une ancienne malédiction ? 700 ans plus tôt, Mathilde, âgée de 19 ans, mène une existence paysanne paisible et pieuse. Lorsque sa route croise celle d'un jeune noble, le seigneur Tristan du Bellay, Mathilde ne se doute pas un seul instant que sa vie est sur le point de basculer. Alors, pour les amateurs de Moyen-Âge, pour les amateurs de vin, pour les amateurs d'inquisition, il y en a. C'est un livre qui est très bien documenté. J'ai appris plein de choses, notamment ce qu'est une chante-pleurs. Ça va apparaître quelque part par là. C'est un arrosoir médiéval où on bouche le trou par lequel on a... Enfin, bref, ça va apparaître. J'ai appris plein de choses sur le domaine viticole, alors que j'y connais rien. Je bois très peu d'alcool. Ça ne m'intéresse pas franchement, mais j'ai appris plein de choses et ça c'est cool. Sur l'ambiance médiévale, sur comment fonctionne, comment vivaient les paysans à l'époque, les nobles, l'influence de l'Église dans leur vie, l'influence de l'Église dans la vie de nos jours aussi, parce que peut-être qu'il y a encore quelque chose. Et si vous voulez, il y a une galerie de personnages qui est super intéressante, qui va pas vous laisser indifférent. Je trouve que Mathilde, on est du côté de quelqu'un qui a une existence assez rude. C'est une fille de paysanne, c'est la fille aînée. Son père l'a rappelée du couvent parce que la maman était décédée et qu'il y avait 12 ou 13 enfants à la maison. Donc il avait besoin d'une présence féminine pour aider à les élever et aussi les faire travailler parce qu'il y a la ferme à faire tourner, etc. Et c'est vraiment une existence qui est assez rustre. Donc, et je trouve que c'était hyper réaliste dans la manière dont Céline a présenté cette vie de famille, avec ce papa qui est un petit peu débordé, où faut faire les choses aussi parce que sinon on ne mange pas à la fin de la journée, tout simplement. Et je vais poser le bouquin, il est lourd. C'est un beau bébé qui fait quasiment 500 pages, il me semble. Quasiment 500 pages. Et c'est une très très belle lecture. Et on va voir en fait aussi l'autre famille qu'on va pouvoir voir dans le temps présent. C'est donc la famille Métivier avec Gonzague qui est le père, Valérie sa femme, Aliénor leur fille, où donc Gonzague et sa femme... Valérie travaille sur le domaine viticole. Aliénor, pas vraiment. Elle est un petit peu en satellite au début, mais l'histoire va faire qu'elle va de plus en plus s'impliquer dans le domaine viticole. Ce qu'attendent ses parents, mais ce que Aliénor ne veut pas vraiment, elle ne veut pas en entendre forcément parler parce que ça ne l'intéresse pas plus que ça, de travailler dans le vin. Et ça parle beaucoup de transmission, on sent une certaine nostalgie aussi par rapport à ce lieu-là, parce que Céline explique bien dans sa bio. Née en 1988 dans le Maine-et-Loire, Céline Niot vit depuis une quinzaine d'années dans le nord de l'Allemagne. Mais elle n'a jamais rien perdu de sa passion pour la France, sa langue et sa culture. Son premier roman, La malédiction de la pie Grièche, n'est pas seulement un récit fantastique, c'est une lettre d'amour à son Anjou natal. Donc Céline a eu une période où elle était un peu plus nostalgique parce qu'elle est expatriée, donc par rapport à sa région natale, et elle a eu besoin, je pense, d'écrire ce livre-là pour se réapproprier peut-être un petit peu son histoire aussi, et pour pouvoir imaginer des choses dans ce cadre-là. Et en fait, on y est. Moi, je pense que j'ai jamais été dans l'Anjou. Je vois à peu près à quoi ça ressemble une exploitation viticole, mais sans plus. Mais on est vraiment dans un livre qui va vous happer. C'est un livre qui a, je crois, 5 ou 6 parties. Je pense que je l'ai lu en moins d'une semaine parce que je lisais à peu près une partie par jour. J'ai eu du mal à décrocher. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout dans un truc sur... J'ai lu le premier tome et ensuite,
parce que oui, donc c'est un livre qui va avoir une suite. Elle a un petit peu commencé à l'écrire. Je vais vous mettre les réseaux sociaux de Céline en barre d'informations si vous voulez voir un peu ce qu'elle fait sur Instagram ou sur Facebook. Elle est active sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas forcément... Allez, je vais vous donner aussi deux liens vers des choses que Céline a écrites et qui sont en ligne sur le web. Il y a déjà une série de plusieurs tomes de fanfiction dans le monde de The Witcher. C'est tout à fait quelque chose que vous pouvez lire sans connaître vraiment l'univers de Sapkowski et du Witcher. Elle a écrit à partir des livres, donc pas de la série, pas des jeux vidéo. Et elle a tout imaginé une mythologie inspirée de la mythologie nordique, de la mythologie celtique, dans cet univers qui est très ouvert. Hein. The Witcher, c'est un univers qui est super ouvert, on peut tout à fait se l'approprier et écrire à l'intérieur. Et je vais vous montrer aussi sur HP Fanfiction, donc Harry Potter Fanfiction, elle a écrit une trilogie phare, donc je dis phare parce que c'est sa trilogie la plus importante qui a sans doute, qui lui a pris le plus de temps, où on est sur Sirius et une autre nana avec qui il est sorti avant la guerre, pendant la guerre, et donc je parle de la première guerre, il me semble bien, et après, enfin dans la deuxième guerre des sorciers. Où on suit du coup Iris. Iris, un personnage qui a un sacré carafon. Parce que Céline, elle aime bien écrire des personnages qui ont des sacrés carafons, des sacrés caractères. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Franchement, je suis très fan de son écriture, de son univers, de ses histoires. On va passer ensuite à deux autres lectures numériques. C'est les Killing Vipers de Sarah Fay. Donc là, c'est une vidéo que je vais faire en dehors du partenariat parce que je suis en partenariat cette année avec Sarah pour sa série The Killing Vipers, qui est une romance à suspense dans un univers de bikers, où le premier tome qui s'appelle Lily, donc il y a une biologie au final, je considère ça comme une biologie parce que, non, le premier tome s'appelle Reed, et le second, Lily, et si vous voulez, c'est une duologie parce qu'il va concerner le même couple. On est à peu près dans nos... comment dire, à notre époque. Et les Killing Vipers, donc c'est un gang de motards, un gang de bikers aux États-Unis. Je crois qu'on est en Floride par là, où on n'est pas sur un gang qui est délinquant. On n'est pas sur des 1%. Donc les 1%, c'est les 1% de motards qui sont délinquants. On est sur un gang un club de motards qui assez classiquement a son garage, son bar et surtout une super solidarité entre les membres. Entre les membres du club, mais aussi les compagnes, etc. Et au début, on a deux potes en fait qui sont Reed et Kurt. Et Kurt, je trouvais ça assez rigolo au niveau de la manière dont l'histoire se lance. C'est que Kurt, il a repéré une petite serveuse qui est bien mignonne. Donc, comme il n'est pas très doué, on va dire, dans les relations, il demande à son pote Reed de l'accompagner au dîner où bosse Lily pour l'aborder. Sauf que là, Reed, quand il voit Lily, il est tout de suite attiré par elle. C'est une très, très belle femme. Et l'histoire commence comme ça. Et la caractéristique des romans, donc des Killing Vipers, et même Accord conclu aussi, son tout premier roman, c'est que Sarah, elle adore écrire des femmes qui sont indépendantes. On est sur des femmes qui n'ont pas besoin des hommes en fait pour se débrouiller dans la vie de tous les jours, pour payer les factures, pour régler les problèmes, etc. On n'est pas forcément non plus sur des jeunes femmes qui recherchent l'amour.
ça tombe dans leur histoire, en fait. L'histoire d'amour tombe dans leur histoire de vie. Et ça va forcément les entraîner vers des détours, etc. Et si vous voulez, Lily, c'est une nana qui a plusieurs boulots parce que sa maman est malade. Elle doit avoir un cancer de mémoire et donc Lily cumule plusieurs boulots pour réussir à payer les factures et surtout les factures d'hôpital et de médicaments de sa maman. Reed va, au début, une fois qu'ils vont commencer à sortir ensemble, il va à plusieurs reprises proposer à Lily de lui filer un coup de main, ce qu'elle refuse toujours. Et Lily, il y a autre chose qu'elle fait comme boulot à part serveuse, c'est qu'elle elle est stripteaseuse, il me semble bien qu'elle est stripteaseuse dans un club. Mais c'est un club qui est quand même safe, quoi. On ne touche pas aux filles, il y a des règles, etc. Et Lily, elle aime bien ce boulot-là, si vous voulez. Elle aime bien danser. Elle n'est pas du coup, c'est pas dans le, elle n'est pas dans le cliché de l'allumeuse ou quoi que ce soit, à, essayer de séduire les gars, pas du tout. Elle est là pour danser. Enfin, elle s'éclate, quoi. Elle s'éclate là où elle peut prendre du plaisir à faire certaines choses. Et le truc que je trouve bien, c'est qu'il y a zéro jugement sur cette activité, parce que c'est une activité professionnelle qui sort peut-être de l'ordinaire, mais qui à la fois est... pourquoi juger cette activité-là? Et j'ai vraiment aimé toute cette série. J'ai pas tout lu encore, parce que j'ai pas lu le recueil de nouvelles, et je n'ai pas lu non plus la dernière novella préquelle qui est sortie sur Mike. Ça fera l'objet, je suis à la bourse, ça fera l'objet très bientôt d'une dernière vidéo pour clore ce partenariat, parce que donc Sarah a terminé l'écriture des Killing Vipers, elle ferme la porte des Killing Vipers pour ouvrir peut-être la porte d'autres clubs de motards bientôt, mais elle a d'autres projets. Je vais vous mettre le lien vers les vlogs lecture que j'ai fait sur ces différents bouquins, et également sur l'interview que j'ai eu le grand plaisir de tourner avec elle. C'était vraiment top, où on était sous un chêne dans le vent, tout est bourrifié et frigorifié, et qu'on a papoté en fait pendant quasiment 1 heure face à la webcam. Et j'ai choisi du coup de mettre les King Vipers plutôt en fin de vidéo, parce que ça va aborder donc des thématiques qui ne sont pas évidentes, notamment des agressions. On peut avoir des hommes qui ont des comportements pas forcément, pas franchement très sains, très safe, mais c'est pas que ça. On n'est pas du tout dans de la dark, on est sur des personnages ou des histoires qui vont aborder des thématiques difficiles, des thématiques qui vont abîmer les personnages, mais on est sur quelque chose qui finit bien. Je vous le dis pour vous rassurer par rapport à ça. Je trouve que ça peut se rapprocher aussi de la new romance. Tiens. Mais bon, je ne suis pas ultra calée dans tous les sous-genres de la romance. Mais je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de lire Sarah Fay. Et si vous vous abonnez à sa newsletter, vous pouvez avoir Accord conclu, qui est son premier roman, qu'elle vous offre en échange de son abonnement. Et c'est le roman qui m'a convaincue en fait de me proposer comme partenaire pour l'année sur les Killing Vipers pour Sarah. Et entre-temps, j'ai acheté, derrière, on doit les voir là, j'ai Crush and Love. Vous devez voir un bouquin rouge par là. J'ai Crush and Love qui est une trilogie, Crush and Love My Wedding, Crush and Love My Christmas, je crois. Peut-être pas dans le bon ordre, mais c'est une autrice qui est assez prolifique, qui a plein d'idées, et on n'est pas sur des clichés habituels de la romance, on n'est pas non plus dans l'opposition de ces clichés de la romance. Elle arrive à jouer avec de manière assez subtile, pour qu'on se dise c'est pas con ça, hein.
avec des personnages qui sont super intéressants. Et je trouve elle est audacieuse aussi parce que elle arrive à se démarquer, en fait. Parce qu'il y a une telle production de romance que on peut se dire que des fois on lit un peu tout le temps la même chose. Mais Sarah, non. Sarah, non. Elle a vraiment une identité d'auteur, une identité d'autrice qui est importante et qui est affirmée, qu'elle continue à travailler. Donc je l'encourage très fort. On va passer ensuite aux McCoys d'Alexiane Thiel. On est sur une hexalogie, si je ne me trompe pas, donc 6 tomes. Je vous mettrai le lien vers une interview d'Alexiane Thiel qui m'a convaincue en fait d'aller jeter un œil à ce qu'elle faisait. Et là, je vous avouerai que je suis un petit peu mitigée sur certaines choses dans cet univers, notamment l'univers. Et enfin, je suis assez mitigée, mais j'ai quand même envie de lire la suite parce que je trouve qu'elle a une très belle plume. Mais toutes les autrices que je vous ai présentées ont toutes des très belles plumes, chacune à la sienne propre. Donc il y a une très belle plume, il y a un univers qui est bien travaillé, mais j'adhère pas forcément à tout. Je pense que j'en reparlerai dans pas longtemps, là, dans une popote, où je parle de trucs qui peuvent un peu me hérisser dans le domaine de la romance ou des histoires d'amour dans les livres, des livres d'aujourd'hui. Les McCoys, de quoi que ça cause? On suit l'histoire de Phèdre. Donc, comme le Phèdre de Racine, comme Phèdre et Hippolyte, ça s'écrit pareil. C'est une jeune femme qui est française et qui va aller habiter en Écosse. Je ne sais plus exactement pour quelle raison. Parce que, alors oui, c'est pas une lecture numérique, je me suis trompée. C'est une lecture c'était une lecture audible, donc un livre audio qui était assez long. Donc comme à chaque fois que je vous présente un livre audio, je suis désolée, mais je retiens beaucoup moins quand j'écoute un livre que quand je le lis avec mes yeux, qu'il soit numérique ou papier. Donc Phèdre, elle se retrouve en Écosse. Elle est censée travailler dans une discothèque Elle est censée travailler dans une discothèque comme femme de ménage. Et en fait, on sent assez rapidement qu'au niveau de cette discothèque, il y a un truc qui n'est pas très clair parce que on lui demande de signer je sais plus comment on dit, des clauses de confidentialité par rapport à son activité pro. Ce qui lui fait dire que c'est super louche, il doit y avoir est-ce qu'il y a des activités illégales là-dedans, etc. Et en fait, elle va se retrouver assez rapidement embarquée dans... C'est assez space. J'ai eu du mal à adhérer à ça, mais j'ai trouvé intéressant la relation. Parce qu'elle va se retrouver en fait embarquée dans un truc, un univers souterrain, qui est le système clanique écossais qui a perduré aujourd'hui. Et donc qui a une espèce de pouvoir souterrain important, ou qui est vachement hiérarchisé entre les différents clans, et vachement hiérarchisé aussi dans le clan entre le laird et ses lieutenants, etc. Comme on est sur un truc qui est souterrain, je trouve que ça se rapproche un peu ça se rapproche un petit peu de fonctionnement mafieux, délinquant. Vous voyez un peu ce genre de truc. Donc, je vous préviens directement, si on est sur... on va être sur des histoires où il va y avoir de la violence physique, psychologique, sexuelle. C'est un univers qui est plus que rugueux, c'est un univers qui est dangereux, avec des lois qui sont propres à cet univers-là. Donc elle s'est inspirée, l'autrice Alexiane Thiel s'est inspirée des systèmes claniques écossais, mais se les a appropriés et les a redéfinis pour servir son histoire. Donc on n'est pas en fait sur un système féodal tout à fait. Je trouve que ça se rapproche vraiment de quelque chose d'une organisation criminelle. Parce que c'est secret, c'est un genre de contre-pouvoir, c'est très hiérarchisé.
les femmes à l'intérieur de cet univers ont une place qui est carrément pas enviable, parce que soit ce sont les femmes, des femmes qui sont issues des familles dirigeantes, on va dire, de ce système-là, qui peuvent servir en fait d'épouses pour nouer des liens, des amitiés entre guillemets avec un autre clan, pour renforcer des liens. Les femmes peuvent servir sinon de récompense, et je le dis là vraiment, de récompense parce qu'il y a un gars qui a fait un bon boulot, donc on va lui filer une nana, pour ce que vous imaginez, effectivement. Et si vous voulez, après, je crois que c'était le premier livre d'Alexian Thiel, donc le premier livre de sa carrière que j'ai lu. Donc c'est possible que ce soit aussi la raison pour laquelle j'ai trouvé qu'il était par moments assez maladroit et très cliché. Ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Et pas que parce que c'était mon crédit audible que j'ai voulu utiliser jusqu'au bout pour pas le gâcher. Mais j'ai eu un vrai intérêt par rapport par rapport à l'univers. Même si, comme je vous le disais, moi j'y ai pas franchement adhéré parce que ça me hérissait pourtant, je pense que je ne me définis pas comme féministe, mais là, des fois, il y avait des trucs qui. Enfin, moi Enfin, des trucs qui m'ont vraiment, vraiment gonflé. Enfin, les femmes qui servent d'objet, qui servent de récompense notamment, qui ne doivent surtout pas s'exprimer, ça me gonfle prodigieusement. Mais ça se justifie par l'univers. Donc vous voyez, je suis dans un espèce d'entre-deux. On a le personnage principal, Phèdre, qui est une jeune femme. On sent qu'elle a subi des choses qui l'ont vraiment traumatisée. Des choses qu'elle a subies quand elle était enfant. On est plutôt du côté de la maltraitance, de la séquestration. On n'est pas sur. Il me semble pas qu'on était sur quelque chose, sur des VSS, si vous voulez, violence sexuelle. Enfin, on n'était pas là-dessus. Mais on a une jeune femme qui a une petite vingtaine, qui est super trauma, qui du coup est dépendante clairement. Enfin non, c'est pas qu'elle est dépendante aux médicaments pour calmer ses crises de panique, c'est que elle réagit tellement en fait en panique qu'elle a besoin de ce traitement pour redescendre. Sinon, elle n'arrive plus à respirer, enfin, elle tombe dans les pommes. Elle est hyper trauma. Enfin, elle m'a vraiment fait mal au cœur. Et je l'ai trouvée d'ailleurs, je pense qu'elle s'est très bien documentée, l'autrice, sur les réactions de personnes qui ont subi des traumatismes. Parce que dès qu'il y avait un déclencheur, en fait, poum, c'est limite si le personnage n'avait pas une espèce d'interrupteur, ou quand elle faisait face à un truc déclencheur, pouf, l'interrupteur s'activait, paf, crise de panique. Donc vous voyez, on est vraiment sur un personnage qui est abîmé et qui met un pied dans un univers qui est très hostile, d'autant plus qu'elle va y avoir une place particulière. Mais bon, là, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que ça serait spoilant. Et ça serait spoilant dans l'évolution de ce personnage-là, dans l'évolution de Phèdre. Et Phèdre, si vous voulez, elle va se retrouver, bon ça je vous le dis parce que c'est très rapide, elle va se retrouver assez rapidement sous l'aile, donc protégée par Caleb McCoy, j'étais en train de chercher le nom, c'est écrit dessus. Elle va se retrouver protégée en fait par Caleb McCoy qui est le laird de ce clan. C'est un petit clan qui est vassal d'un autre clan qui est bien plus puissant. Et il se fout très rapidement en fait dans des situations pas possibles avec Phèdre et avec ce clan, parce que Phèdre elle a un passif en fait par rapport à tout ce système clanique. Je vous en dis pas plus parce que ça serait spoilant. Et si vous voulez, moi il y a plein de trucs, je pense que il y a plein de trucs en fait qui m'ont fait un peu lever les yeux au ciel parce que ça m'a gonflé.
notamment une scène, celle-là m'a vraiment, vraiment gonflé. C'est assez drôle, enfin drôle non, mais parce que j'ai une amie qui est très fan des McCoy, et moi j'ai lu le truc, j'ai fait c'est quoi ce truc? Enfin, moi ça m'a vraiment cringe sur certains aspects. Et notamment sur ce que peut subir encore Phèdre et sur la manière dont elle réagit par rapport à ça. Parce que autant le côté crise de panique, de se faire déborder par ses émotions qu'elle n'arrive pas du tout à contrôler quand elle se retrouve dans une situation qui réveille le traumatisme, autant ça va commencer à aller mieux. Parce qu'elle va trouver quelque part une place et des soutiens autour d'elle. Et quelque part, il y avait beaucoup de clichés aussi, et je trouvais que ça desservait vraiment l'histoire. Donc je suis très mitigée, hein. Honnêtement, je suis vraiment mitigée sur ce premier tome, mais j'ai envie de lire la suite parce que j'ai écouté la nana en interview, donc l'interview que j'ai mis en barre d'information, et moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que ça me sort aussi un petit peu de ma zone de confort et parce que ça me fait un peu réfléchir et surtout ça me fait réagir. Et je pense que si ça fait réagir, quelque part le job est fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais les personnages sont convaincants. Je ne suis pas forcément d'accord tout, avec tout ce qu'ils subissent ou la manière dont ils réagissent, etc. Je suis pas forcément non plus, j'adhère pas forcément à l'univers tel qu'il est construit, mais je trouve que c'est intéressant. Et je trouve que on sent vraiment qu'il y a du boulot derrière. C'est pas écrit par-dessus la jambe si vous voulez, et il me semble bien que c'est une série qui a eu son franc succès chez Hugo Roman, et très belle plume, très très jolie plume. Mais comme je vous l'ai dit, ces six autrices-là, très jolie plume. Je vais m'arrêter là parce que nous sommes mardi 5 novembre et qu'il faut que la vidéo sorte demain. Donc il faut que je la monte. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que je vous ai donné envie aussi avec ces premiers tomes de lire la suite. Donc il y a certaines choses que j'ai lues en entier, d'autres pas encore. Et d'autres comme celui-là sont au travail. Mais j'aime bien ce concept de vidéo. Parce que, est-ce que je pourrais faire aussi la vidéo inverse? Ces premiers tomes qui m'ont pas donné envie de lire la suite. Je plaisante. On est presque là-dedans sur les McCoys, hein. Moi, je vous dis, je suis très mitigée. Mais je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien de votre mercredi. Restez bien au chaud. Commencez à tricoter des écharpes parce qu'il commence à cailler. L'hiver vient. À tout bientôt. À samedi pour le conte, à dimanche pour le roman pour ceux qui me suivent, pour Le Diable au corps et Anatole Lebras. Et à mercredi prochain. Salut!